Salut, c'est Tanguy de la boîte à bac. Dans cette vidéo, je vais te donner des clés pour comprendre une thématique centrale du monde contemporain, l'environnement. Comment les rapports entre les sociétés et leur environnement évoluent? Quels sont les changements environnementaux liés à l'activité humaine? Quelles en sont les conséquences? Et quels sont les enjeux économiques, politiques et sociaux liés à la protection de l'environnement à l'échelle planétaire? Bienvenue sur cette première vidéo de la série sur le thème « L'environnement entre exploitation et protection, un enjeu planétaire ». Aujourd'hui, on va commencer par introduire cette notion d'environnement. Quelle en est la définition? Puis on va se pencher sur l'histoire et l'évolution de ce concept. Ensuite, on s'attaquera au premier axe de ce thème, exploiter, préserver et protéger. Et on le fera en commençant par le premier jalon qui est lié aux enjeux de l'exploitation et de la préservation à travers une étude de cas qui est l'étude des forêts en France. L'enjeu de cette vidéo est donc la problématique et se demander comment l'homme arrive à concilier l'exploitation et la préservation de l'environnement. Spoiler alert, il n'y arrive pas complètement et s'il n'y parvient pas, on va tous crever. Nous allons, dans les vidéos suivantes sur YouTube, nous intéresser au rôle des individus et des sociétés dans l'évolution des milieux et chercher à mieux comprendre ce que l'on entend par changement climatique. Tu peux t'abonner à notre chaîne pour découvrir ces vidéos dès leur sortie. En plus, nous avons publié en exclusivité sur notre application l'objet conclusif de ce chapitre, une étude des rapports ambigus qu'entretiennent les États-Unis avec leur environnement. Pense donc à télécharger l'application sur Google Store ou l'App Store afin d'avoir accès à cette vidéo exclusive, mais également à de nombreuses autres vidéos de cours qui sont juste sur l'application, des vidéos de méthodologie, mais également des quiz, des fiches, etc. que tu peux facilement partager avec tes amis. Bref, découvre-la et j'espère que tu l'aimeras. Voyons donc maintenant, qu'est-ce que l'environnement avant de nous intéresser à l'exploitation, la préservation et la protection de celui-ci. L'environnement, même si c'est un mot qu'on utilise maintenant très souvent, est en fait un concept un peu plus complexe qu'il n'y paraît et qui a connu une grande évolution au cours de son histoire. Historiquement, l'environnement est une notion scientifique qui naît au XIXe siècle à la suite des travaux du naturaliste anglais Charles Darwin sur la sélection naturelle. Que nous dit ce cher monsieur Darwin? Il affirme que, parmi les individus d'une espèce, seuls les mieux adaptés à leur environnement vont survivre et se reproduire, et ainsi transmettre leur gènes aux descendants de l'espèce. C'est ainsi que naît la réflexion sur la notion d'environnement et la place de l'homme face à ce qui l'entoure, face à son milieu. Cette notion de milieu va être centrale dans la géographie française de la fin du XIXe siècle qui va s'intéresser à la façon dont des déterminantes physiques telles que le relief, le climat, la végétation influencent la vie des êtres humains et leurs activités. En clair, tu n'allais pas faire un grand comptoir de commerce au sommet d'une montagne et tu n'allais pas faire de la pêche au milieu d'un désert. Vu comme ça, c'est assez simple. Les premières approches de cette notion sont donc scientifiques, mais il est à noter que dès la fin du XVIIIe siècle, certains historiens commencent à montrer un lien entre les déboisements et des changements climatiques. En l'occurrence, ils s'intéressaient principalement à l'époque à l'érosion et aux pénuries d'eau. Autant te dire que la pollution en tant que telle n'était pas une grande considération politique, puisqu'on s'en rendait même pas vraiment compte, et que l'industrialisation était plutôt encouragée qu'autre chose. À partir des années 70, on ajoute une dimension plus sociale, plus politique à cette notion d'environnement. En effet, à partir de ce moment-là, et tu as dû le voir si tu as suivi la spécialité SES, mais on arrive dans une société qui est une véritable société de consommation et qui avait commencé déjà à se développer depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui continue à se développer encore aujourd'hui. En bref, les êtres humains ont de plus en plus d'activités industrielles, consomment de plus en plus, font transporter leurs marchandises de plus en plus loin et donc ont un impact galopant sur leur milieu. Grandit alors une sensibilité environnementale qui se traduit entre autres par la création du ministère de l'Environnement en 1971 ou par la création d'associations de protection de l'environnement comme Greenpeace qui est fondée la même année.
La conscience écologique commence à se développer et l'environnement est progressivement perçu comme un milieu à protéger. Tu peux retenir la date de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement en 1972 à Stockholm. Les participants y adoptent une série de principes pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Donc ça, c'est la naissance de l'enjeu environnemental. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que l'environnement est clairement au cœur de l'actualité et au cœur de nos préoccupations, bien qu'on pourrait certainement lui donner encore plus d'importance. D'une part, il y a un changement de paradigme très important en géographie et dans les sciences. On ne parle plus tellement de milieu, mais vraiment d'environnement. Alors, il n'y a pas un énorme changement, mais il est quand même assez important. Quand on s'intéressait au milieu, on s'intéressait à la façon dont ce milieu avait des impacts sur la vie des êtres humains. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à l'environnement, on s'intéresse d'une part à l'impact de l'être humain sur cet environnement, mais également on considère que l'être humain fait partie d'une globalité qui est l'environnement. En clair, on ne peut plus dissocier l'homme de l'environnement. L'impact de l'homme sur son environnement est donc devenu un point central des politiques publiques, d'autant plus qu'on se rend compte qu'en protégeant l'environnement, on protège l'homme. Nous faisons de plus en plus attention à la façon dont nous exploitons les ressources naturelles, que ce soit le gaz, les forêts, l'eau, le pétrole, etc., à la fois pour maintenir l'existence de ces ressources dont nous avons besoin, mais également pour éviter de trop les polluer, ou de trop polluer le reste à cause de ces ressources. À cela s'ajoutent toutes les politiques d'aménagement liées à la gestion des risques. En effet, si tu prends le territoire français, et Ellie qui est avec moi connaît ça particulièrement puisque sa famille vit dans une zone inondable, mais il y a également des risques volcaniques à d'autres endroits, et tout cela présente des dangers pour les êtres humains, dont il faut donc les protéger, mais également, quand on protège les hommes contre ces risques, ne pas trop modifier les équilibres naturels qui les entourent. C'est donc assez complexe. Oui, d'ailleurs, quand je te parle de risque volcanique en France, n'oublie pas, si tu es un cher métropolitain, que la France n'est pas ce petit hexagone que tu connais, mais il y a également d'autres départements, régions et territoires qui font partie de notre grande nation. Donc là, j'ai développé le fait que l'homme doit être protégé de son environnement, mais n'oublions pas surtout que l'environnement doit être protégé de l'activité humaine. Prenons l'exemple des incendies de forêt dont on parle chaque été dans les médias. Il y a certains incendies de forêt qu'on peut dire naturels, bien que qu'est-ce qu'une forêt naturelle en France? Mais ça, on y reviendra. Mais il y a également des incendies qui sont d'origine criminelle, d'origine il y a des accidents ou d'origine politique. Par exemple, au Brésil, on a d'énormes défrichements en forêt d'Amazonie qui provoquent également de très nombreux incendies qui sont délibérés afin de défricher cet espace et donc retirer la nature sauvage pour la remplacer par une agriculture intensive. Et ces incendies, naturellement, libèrent tout le CO2 qui était stocké dans les arbres. Et tout cela fait que la préservation de l'environnement est devenue un enjeu géopolitique. Chaque année, les conférences COP, c'est-à-dire la conférence des parties, rassemblent les pays membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Tu peux simplifier sur une copie, c'est CCNUCC. Pour discuter et négocier des actions destinées à lutter contre les changements climatiques. Les organisations non gouvernementales, les ONG, telles que Greenpeace, WWF ou encore Sea Shepherd, appellent sans relâche à la protection de l'environnement et à des sanctions contre ceux qui menacent son équilibre. Au-delà des ONG, ce sont également des scientifiques qui font des recherches et nous donnent les données qui nous permettent de considérer qu'il faut arrêter l'agriculture industrielle ou encore réduire l'emploi de modes de transport polluants et d'alimentation eux aussi trop polluants en les remplaçant par une agriculture raisonnée et des modes de transport doux. Des acteurs, et en particulier des peuples amérindiens et des personnes favorables à la décroissance, militent pour l'adoption par l'ONU de la Déclaration universelle des droits de la terre-mère. Cette démarche est une démarche très importante d'un point de vue juridique, car il s'agit de donner un statut juridique à la terre
elle-même, c'est-à-dire qu'elle peut être elle-même représentée par des avocats durant un procès pour pouvoir mieux protéger cet environnement. D'ailleurs, le mouvement Pachamama, qui a soutenu cette initiative, veut dire la terre-mère. Cela implique donc une vision de la Terre comme un organisme vivant, interconnecté, qui mérite ses propres droits. Et voilà, nous en avons fini avec cette introduction de la notion d'environnement. On voit qu'elle est passée par plusieurs phases, d'une vision scientifique à une vision politique et sociale, passant de la compréhension d'interactions physiques à la prise de conscience de l'impact humain sur les écosystèmes. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est devenue une préoccupation majeure au centre des politiques publiques à l'échelle internationale, mais même locale. Exploiter, préserver et protéger. Nous allons maintenant nous intéresser à la façon dont les sociétés humaines cherchent à concilier l'exploitation et la protection de leur environnement. Dans cette vidéo, on va commencer par s'intéresser à une étude de cas avec l'étude des forêts françaises depuis Colbert pour voir comment on tente de concilier l'exploitation et la protection. Puis, dans la vidéo suivante, nous allons nous intéresser au rôle des individus et des sociétés dans l'évolution des milieux, en nous penchant sur la révolution néolithique et la révolution industrielle, et en nous demandant s'il s'agit de deux ruptures dans l'histoire de l'environnement. Je te le rappelle, mais pense donc à t'abonner pour être mis au courant de la sortie de toutes nos vidéos d'AGGSP. Je vais commencer par définir ces notions d'exploitation, préservation et protection. L'exploitation de l'environnement fait référence à l'utilisation et à la gestion des ressources naturelles et des éléments de l'environnement par les êtres humains. Ces ressources, telles que l'eau, les sols, les minéraux, les combustibles, la faune et la flore, sont utilisées pour répondre aux besoins humains, que ce soit en nourriture, en énergie, en matières premières. Bon, comme on l'a vu dans l'introduction, cette exploitation peut générer des conséquences négatives sur l'environnement, notamment la surexploitation des ressources, la dégradation des écosystèmes et la pollution. D'ailleurs, si tu suis la spécialité SES, ce sont des cas typiques d'externalités négatives et de défaillance du marché. Et c'est à cause de ces défaillances qu'apparaissent ces notions de préservation et de protection. Ce sont deux notions très proches, mais qu'il est nécessaire de distinguer. La protection de l'environnement se concentre principalement sur l'intervention directe pour prévenir les dommages causés par les activités humaines. Elle implique souvent la mise en place de réglementations, de lois et de politiques visant à limiter ou à contrôler les impacts négatifs sur l'environnement. La protection de l'environnement peut inclure des mesures telles que la réduction de la pollution, la gestion des déchets, la préservation des habitats naturels et la réglementation de l'utilisation des ressources naturelles. L'objectif est donc d'une part de minimiser les dégradations actuelles, mais également de prévenir les atteintes futures à l'écosystème. La préservation de l'environnement, en tant qu'à elle, implique une approche plus conservatrice. Elle se concentre sur la conservation et la sauvegarde des écosystèmes, des espèces et des ressources naturelles dans leur état naturel et originel. La préservation vise à maintenir l'intégrité écologique en limitant ou en excluant l'exploitation humaine ou l'altération des zones naturelles. En clair, faire en sorte que l'être humain soit le moins en contact possible avec l'environnement. Cela peut impliquer la création de zones protégées, de réserves naturelles ou de parcs nationaux dans lesquels les activités humaines sont restreintes pour préserver la biodiversité et les écosystèmes. Dis-toi que la protection et la préservation de l'environnement peuvent avoir des visées purement climatiques, mais peuvent aussi avoir des objectifs économiques ou sociaux. Comme objectif économique, on peut avoir l'idée de préserver une ressource naturelle actuelle pour l'exploiter plus tard. Et concernant les objectifs sociaux, il peut s'agir de donner un accès à une plus grande population à cette ressource-là. On a nos trois notions, maintenant appliquons-les à notre fil rouge pour ce jalon, les forêts françaises. L'exploitation et la protection des forêts sont une préoccupation très ancienne de l'État français, au moins depuis le Moyen-Âge. En effet, si tu as par exemple joué à Age of Empires, tu sais à quel point le bois est une ressource essentielle. Ça permet de construire des maisons, de les chauffer, de les meubler, mais également, et surtout pour un État, d'avoir une construction navale, car une flotte, ça permet de gagner des guerres. Mais cette ressource n'est pas illimitée et son exploitation peut provoquer des conflits. C'est là
qu'intervient notre ami Colbert. Mais c'est qui Colbert? Jean-Baptiste Colbert était un homme d'État français du XVIIe siècle, principalement connu pour son rôle en tant que ministre des Finances sous le règne du roi Louis XIV. On a même certaines politiques économiques qui portent son nom, qui sont le colbertisme, c'est une forme de mercantilisme. Il a joué un rôle majeur dans la gestion et la préservation des forêts. En préservant les forêts, Colbert a préservé les colverts. Colbert, donc, était conscient de l'importance stratégique des forêts pour l'économie et la puissance de la France. Car on l'a dit, c'était une ressource majeure et, entre autres, pour la construction navale. Or, les seigneurs et les paysans pratiquaient d'immenses défrichements afin d'accroître les terres qui étaient cultivées. Donc, en clair, les intérêts des seigneurs rentraient en conflit avec les intérêts de l'État. Mais pour Colbert, le plus important, ce sont les intérêts de l'État, et donc il va mettre en place un ensemble de réglementations pour préserver les forêts et en permettre un usage durable en contrôlant son exploitation. C'est ainsi qu'il crée l'administration des eaux et forêts en 1669, qui était chargée de superviser la gestion des forêts royales et de veiller à ce que l'exploitation du bois soit effectuée de manière raisonnée afin de garantir une ressource continue pour les générations futures. Via une ordonnance, c'est-à-dire une règle qui vient directement du roi, il entreprend une grande réforme de l'administration forestière qui a pour objectif de limiter le recul de la forêt en réglementant par exemple l'abattage des arbres. Colbert a également introduit des politiques pour promouvoir la reforestation et la plantation d'arbres, et d'ailleurs il fait planter des arbres qui sont spécifiquement utiles à la construction navale, c'est-à-dire des arbres qui restent bien droits pour pouvoir avoir de très longues planches. Le travail de Colbert a permis de ralentir la surexploitation de la forêt, mais ne l'a pas complètement empêchée. Ce qui fait que les forêts continuent à reculer en France jusqu'en 1830. À partir de cette date, la prise de conscience que les forêts sont vraiment devenues trop petites d'une part, et d'autre part la conscience que les forêts évitent l'érosion des sols, et donc permettent une agriculture à plus long terme, va amener plusieurs changements. Il faut dire aussi qu'à partir du XIXe siècle, plusieurs éléments permettent une reprise du couvert forestier. Le remplacement progressif du bois par le charbon, l'utilisation d'autres moyens de construction et la politique de boisement, notamment menée dans les Landes, cette région du sud-ouest de la France. Durant cette période, la superficie de la forêt en France a doublé pour atteindre 31% de la surface de notre pays. Elle est aujourd'hui protégée par l'Office national des forêts, créé en 1964, qui a pour mission de produire du bois, de préserver les forêts et d'accueillir le public dans ces zones. Alors, comme tu t'en doutes, l'application de ces politiques n'est pas forcément toujours vue d'un bon œil par les populations locales qui ne supportent pas, et ça se comprend, qu'on restreigne leur accès à cette ressource. Et ça a même pu dégénérer en conflit armé. Non, je ne plaisante pas, il y a ce qu'on appelle la guerre des demoiselles qui est liée à la mise en place du code forestier. La guerre des demoiselles, c'est un conflit survenu dans la région de l'Ariège, en France, au début du XIXe siècle. Il s'agit d'une révolte de paysannes et de femmes de la classe ouvrière contre de nouvelles réglementations issues du Code forestier de 1827 qui limitaient leur exploitation de certaines ressources, notamment le bois, et interdisaient le pâturage dans les forêts à une époque où le bétail augmentait et menaçait celles-ci. Cette révolte tire son nom du fait que les principales participantes étaient des femmes, souvent appelées demoiselles à l'époque pour désigner les jeunes filles non mariées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on peut dire que la protection et la préservation des forêts fait face à de nouveaux enjeux, notamment l'urbanisation et la conciliation entre la protection des forêts et leur usage en tant qu'espace récréatif. Les forêts franciliennes sont de plus en plus fréquentées et représentent des interfaces incontournables entre ville et campagne. Leur surfréquentation, en effet elles ont plus de 100 millions de visiteurs depuis 2020, provoque certaines contradictions. D'une part, des classes aisées qui voient la forêt plutôt comme un espace de contemplation, tandis que les classes populaires, elles, veulent plutôt davantage d'équipements pour favoriser l'usage de la forêt en tant qu'espace de loisirs.
mais ça rentre complètement en conflit avec la vision de certaines associations écologiques qui veulent restreindre, voire empêcher l'accès des êtres humains à des portions de plus en plus importantes de la forêt pour préserver les équilibres naturels. Et pour complexifier encore ce sujet, les chasseurs veulent le maintien de leur droit de chasser dans les forêts pendant une part assez importante de l'année, tandis que les promeneurs veulent absolument éviter que les chasseurs pénètrent la forêt. À cela s'ajoutent d'autres activités en forêt telles que la cueillette ou encore l'exploitation du bois, et tu vois que tous les acteurs ont des intérêts qui peuvent diverger. Tout cela amène à ce qu'on appelle des conflits d'usage, une concurrence entre acteurs pour le contrôle et l'utilisation d'un espace. Comme tu l'imagines, c'est parfois impossible de concilier toutes ces activités et c'est pour ça qu'il y a certaines forêts privées qui restent closes afin de les réserver à l'exploitation du bois ou encore à la chasse. Et parfois l'arbitrage entre ces activités n'est pas du tout évident. Je vais te donner un exemple, les forêts de Sologne. Les forêts de Sologne sont des espaces très largement artificiels. En effet, ce sont des forêts qui ont été créées en drainant les marécages qui étaient là, afin de permettre la chasse et également de protéger la santé des habitants en écartant ainsi les moustiques qui vivaient dans les marécages. Or, la réduction de la chasse de la région fait que les propriétaires de la forêt s'en occupent de moins en moins et ces forêts n'étant plus entretenues redeviennent progressivement marécageuses. Et c'est ainsi que dans cette région, même des associations écologistes considèrent qu'il faut que la chasse reprenne. L'exploitation de la forêt pour du bois est une autre source de tension. En effet, les bois résineux, qui sont des arbres dont les tissus contiennent de la résine et qui sont utilisés dans l'industrie et l'artisanat, sont les principaux bois exploités aujourd'hui afin d'être transformés en matériaux de construction. Cette industrialisation de la forêt française inquiète, notamment à cause de la transformation de massifs forestiers en sorte d'usines à bois, car les résineux acidifient et appauvrissent les sols, ce qui peut à long terme fragiliser ceux-ci et les rendre stériles. De plus, ce mode de production favorise l'érosion, ce qui peut polluer gravement les rivières. Et étant donné que ces résineux sont souvent exploités en monoculture, ça pose des problèmes en termes de biodiversité. Tout simplement, il n'y en a plus. C'est ce qu'on appelle des bois noirs, sans insectes, sans oiseaux, sans vie. Pour résumer un peu la situation de la forêt aujourd'hui, il faut que tu retiennes que la forêt française a plusieurs fonctions: économiques, récréatives et écologiques. La fonction économique est historiquement la plus importante. Le bois est utilisé dans de nombreux secteurs, occupe 60 000 entreprises et génère 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. La seconde fonction est récréative. Les forêts sont un patrimoine naturel et culturel avec plusieurs usages: promenades, centres équestres, loisirs, VTT. Tu peux même faire des escales à Fontainebleau. D'ailleurs, tu pourras peut-être m'y croiser. Enfin, la fonction écologique devient cruciale dans un contexte de réchauffement climatique. La forêt permet de lutter contre la pollution, vu que les arbres absorbent beaucoup de CO2 et permettent ainsi de réduire la présence de gaz à effet de serre. Tu l'as donc compris, la forêt nous est essentielle, c'est pourquoi elle fait l'objet de politiques de préservation et de protection. Cela se retrouve à plusieurs niveaux: gérer les conflits d'usage comme ceux que l'on a mentionnés, lutter contre les incendies et l'industrialisation des forêts, lutter contre la déforestation. Alors, la déforestation, on n'en a pas tellement parlé à l'époque contemporaine, puisque là on s'intéressait au cas de la France, et justement la France n'a plus de déforestation, mais au contraire, nos forêts s'étendent, au point même d'ailleurs d'être un danger pour la biodiversité. En effet, il y a des espaces qu'on appelle le bocage, qui étaient des espaces d'herbes sauvages, etc., qui sont menacés d'une part par l'extension des forêts, d'autre part par l'extension de l'agriculture intensive. Le tout fait disparaître cet espace-là qui était très riche en biodiversité, avec des espèces qui ne peuvent pas survivre ni en forêt, ni bien sûr avec les pesticides de l'agriculture intensive. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est tout pour cette vidéo sur l'environnement. Comme tu le vois, c'est une notion assez complexe. On a cherché à la rendre un peu plus accessible, mais forcément, c'est quand même assez dense. J'espère que tu as bien compris l'ensemble des notions. N'oublie pas qu'on va publier les autres vidéos sur le thème de l'environnement sur la chaîne YouTube, avec également certaines autres vidéos que tu pourras trouver sur l'application que tu peux télécharger gratuitement. Surtout,
pense à t'abonner, à liker, à partager. C'est ce qui nous permet de continuer à sortir des vidéos régulièrement et donc continuer à t'aider et à aider les générations futures. C'est aussi ça le développement durable. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui a été également rédigée avec l'aide d'Isma, dont tu peux retrouver l'email en bas de la vidéo pour des cours particuliers. À bientôt.